Parole. Bonsoir. Alors, Bonsoir à tous. merci Salomé. Donc, on va poursuivre cette journée écrire entre les langues après l'entretien de Flavia que nous avons pu écouter aussi. Et, bon, tout ce qu'elle disait avait beaucoup d'écho par rapport à ce que nous allons développer. Et bon, je pense qu'on y reviendra dans notre conclusion. Et donc ici, nous allons présenter les conclusions d'un atelier de lecture que nous avons animé l'année dernière sur le thème des écrivains francographes. Et nous allons revenir au choix du nom. Et c'est un atelier qui a été ouvert pour des étudiants, des professeurs, du traductorat et du professorat de français, et aussi à quelques collègues extérieurs à notre institution. Il nous a semblé intéressant justement d'offrir ce parcours de découverte à des gens, justement, des participants qui, par leurs études et par l'exercice de leur profession, ont justement un propre parcours entre les langues. Et l'objectif principal était de découvrir justement un peu comment la manière de définir finalement ce qu'on appelle les écrivains francographes, et en trouvant à travers diverses œuvres, quelques œuvres de différents écrivains qui appartiennent à des horizons totalement différents, justement, voir de quelle manière on peut les regrouper peut-être à partir de récurrences, à partir de points communs, tout en observant chez chacun d'entre eux des spécificités, des singularités. Alors, les écrivains retenus après des lectures théoriques et puis des lectures d'œuvres aussi ont été François Cheng, Ying Shen, Akira Mizubayashi, Akoda Christophe et Nancy Houston. Et il y avait 4 essais, justement parce que ces essais portaient justement sur le parcours et la réflexion de ces écrivains, sur leur propre parcours, sur leur propre rapport avec les langues. Et on a quand même choisi une fiction qui est celle de Ying Shen, Les lettres chinoises, parce qu'elle nous semblait à même de refléter ses propres réflexions qu'elle a développées dans d'autres essais, mais on peut voir aussi dans une fiction les mêmes points sur lesquels nous allons parler. Alors, nous allons présenter d'abord les écrivains sélectionnés et donner quelques éléments biographiques un petit peu pour nous situer. Après, nous allons voir justement pourquoi nous avons choisi cette dénomination d'écrivain francographe. Et nous parlerons ensuite des représentations de ces écrivains par rapport à la question de la langue et de l'accès, comment ils ont accédé à la langue française, pour après ensuite, arriver aux caractéristiques justement communes et qui nous permettront finalement de trouver une définition des auteurs francographes. Alors, on peut passer à la présentation des écrivains. Là, on a une première photo donc de Akira Mizubayashi, en haut à gauche, Agota Christophe, Ying Shen, et la deuxième ligne à gauche, François Cheng et Nancy Houston. Bonsoir à tous, merci de nous accompagner. Donc on va commencer par quelques références biographiques. On va essayer de ne pas trop s'étendre sur cela, mais on voulait quand même vous présenter les auteurs. Alors on va commencer par Agota Christophe. Donc Agota Christophe, c'est une écrivaine romancière, poétesse et dramaturge hongroise, d'origine hongroise, née en 1935 et décédée en 2011 en Suisse, à Neuchâtel, dans la Suisse francophone.
Alors, l'histoire de Agota Christophe, elle est marquée par l'exil. Hein. Oui, elle est partie, elle a quitté la Hongrie alors qu'elle avait 21 ans avec son mari et sa fille qui était alors un bébé. Hein. Et ils se sont installés en Suisse francophone et c'est à Neuchâtel qu'elle a commencé qu'elle a trouvé un travail dans une usine. Et elle a appris le français dans le cadre de son travail de manière informelle. Et donc, dans la journée, elle travaillait et le soir, elle consacrait son temps à écrire de la poésie. Donc, le thème de la migration, de la migration forcée apparaît dans son œuvre littéraire, notamment dans le récit autobiographique que nous avons travaillé dans l'atelier. Ce récit autobiographique s'intitule L'analphabète. C'est un livre qui est composé de 12 textes courts où on peut voir différents moments de sa vie, hein, son enfance en temps de guerre, ses premières lectures, la mort de Staline, l'exil, le travail en usine, l'écriture et la langue française. Voilà. Donc là, c'est donc l'analphabète que nous avons proposé dans notre atelier de lecture d'auteurs francophones. Alors, nous passons maintenant à Akira Mizubayashi, qui est un petit peu à part dans ce groupe, mais bon, qui permet justement de voir des cas différents parmi ce groupe. Il est japonais, il est né en 1951 à Sakura, au Japon. Il est entré en contact avec la langue française en partie par hasard. Et bon, il a conduit des études, on va y revenir un petit peu après, mais dans son parcours, donc il a commencé des études de français et langue étrangère et de didactique qui l'ont amené à Montpellier. Après, il est revenu au Japon et puis finalement, il est retourné pour faire un doctorat à l'École normale supérieure. Et il a consacré une thèse doctorale à Rousseau. Depuis, et c'est ce qui fait sa spécificité au sein des auteurs francographes, c'est qu'il écrit en français, mais il habite à Tokyo. Il a écrit, l'essai sur lequel nous avons travaillé s'intitule Une langue venue d'ailleurs. C'est là qu'il a retracé tout son parcours, comment il est, disons, brièvement tombé amoureux de la langue française et comment finalement il a fini par s'y consacrer. On va revenir après sur les éléments qui ont développé cet amour pour la langue française. Sur l'image, nous voyons aussi la couverture d'une œuvre qui s'intitule Mélodie, qui est consacrée à sa chienne. Il a aussi écrit des essais sur des aspects de la culture japonaise, par exemple le rituel du bain au Japon. Et bon, je pense que on peut passer à présent à l'écrivain suivant pour une introduction. Bien, donc nous avons aussi proposé l'essai Nord perdu de Nancy Houston. Donc Nancy Houston, c'est une autrice, une écrivaine, essayiste d'origine canadienne. Elle écrit en anglais et en français, oui, sachant que sa langue maternelle est l'anglais. Elle est née à Calgary, en Alberta, au Canada, en 1953, et c'est à 20 ans qu'elle arrive à Paris pour poursuivre ses études. Et elle décide ensuite de s'y installer, de faire sa vie à Paris. Elle a fait des études à l'école des hautes études en sciences sociales. Elle a fait son mémoire sous la direction de Roland Barthes. Et pendant alors qu'elle est étudiante, elle commence à militer dans le mouvement féministe et elle écrit dans de nombreuses revues féministes. Elle a débuté sa carrière de romancière au début des années 80. Son premier livre s'intitule Les variations Goldberg et 12 ans plus tard, elle revient pour la première fois
à sa langue maternelle. Elle écrit son premier livre en anglais, où elle parle aussi de son pays d'origine, dans un ouvrage qui s'intitule le Cantique des plaines. Et on peut dire aussi que Nancy Houston est aussi musicienne. La musique a de fait inspiré plusieurs de ses ouvrages. Et elle écrit aussi des articles journalistiques où elle fait preuve, elle montre son engagement social et politique. Elle a publié plus d'une vingtaine d'essais, dont Nom perdu, donc que nous avons lu dans l'atelier. Elle a aussi écrit des nombreux romans, l'un des derniers étant l'arbre de l'oubli, dont vous pouvez voir la couverture là à l'écran. Donc on passe à l'auteure suivante. Alors, Ying Shen, c'est une écrivaine chinoise qui est née en 1961. Elle est arrivée au français dans le cadre de ses études. Elle devait choisir une langue, elle a choisi le français. Et elle a poursuivi ses études en allant au Québec, où finalement elle a décidé de rester. Avec une double particularité dans son cas, c'est que en réalité elle habite à Vancouver, donc elle est exposée à un double exil linguistique, mais sa langue d'écriture est le français. C'est une écrivaine qui a écrit plusieurs essais où la question de la culture chinoise, de la pensée taoïste est très présente. Le livre, un livre que dont nous avons utilisé quelques passages est La lenteur des montagnes, où elle développe justement un regard réflexif, très réflexif sur son parcours. Mais nous avons choisi d'elle justement la fiction, qui est dans certains articles qui est marqué comme un livre culte de la littérature migrante au Québec, à savoir les lettres chinoises. Il s'agit d'un trio de personnages, d'un livre épistolaire, d'une communication épistolaire. Parmi ces trois personnages, il y a un jeune couple dont le jeune homme s'exile au Québec, et donc il y a un échange qui se fait et dont les sujets sont justement les regards centrés, décentrés, et qui évoluent entre les personnages vis-à-vis et de la culture chinoise et vis-à-vis de la culture canadienne et occidentale. Donc la question du déracinement, la question de la langue, ils sont très présents. Un autre livre pour lequel elle a acquis une certaine reconnaissance aussi, c'est l'ingratitude, qui touche à la question qui touche le thème d'une relation extrêmement douloureuse entre une mère et sa fille. Alors, il nous reste... Bien. Et donc le dernier auteur que nous avons travaillé, c'est François Cheng. Oui, nous avons proposé son essai Le dialogue, une passion pour la langue française, publié en 2002. Alors François Cheng, il est essayiste, poète, calligraphe, traducteur et romancier. Il est né en Chine donc en 1922. Par ailleurs, il est membre de l'Académie française depuis 2002. Et il arrive à Paris en 1948 avec sa famille. Il fuit la guerre civile en Chine. Et c'est grâce au travail de son père au sein de l'ONU de l'UNESCO qu'ils vont s'installer à Paris. À partir des années 60, il commence à traduire des poèmes chinois en français. Il a été professeur, François Cheng a été professeur à l'université Paris 7. Il a été aussi maître de conférences à l'INALCO, à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Alors Cheng a traduit des poètes français en chinois et des poètes chinois en français. Et son œuvre se compose également d'essais sur la pensée
et l'esthétique chinoise, de recueils de poésie, de romans et même d'un album avec des calligraphies réalisées par lui-même. Et dans le livre que nous avons lu dans l'atelier, donc le dialogue Une passion pour la langue française, il retrace son parcours entre ces deux cultures, c'est-à-dire la culture chinoise et la culture française, alors qu'il explicite le lien de ces deux cultures dans sa vie et dans son œuvre. Donc voilà pour les auteurs. Donc on va voir maintenant les raisons de cette dénomination. Donc pourquoi Alors, oui, je souriais en entendant Flavia tout à l'heure qui récusait le terme de francographe. Alors, pourquoi nous l'avons retenu? Parce qu'il y a beaucoup de dénominations pour désigner ces auteurs qui aboutissent à écrire dans la langue française alors qu'ils n'ont pas cette langue comme langue d'origine. Bon, on voit déjà que pour les nommer, il faudrait toute une phrase. Alors parfois, justement, il y a des périphrases qui sont très lourdes et impossibles à utiliser. Et nous reprenons francographe à partir c'est un mot qui a été créé par Jean-Claude Blacher, un spécialiste, et après plusieurs spécialistes ont repris, ont adopté ce terme parce qu'il nous semble d'une part le plus neutre, comme le dit Blacher, le plus proche de l'étymologie, c'est-à-dire tout simplement des écrivains qui écrivent dans la langue française, et c'est ce que ce terme souligne. Et il permet donc de les englober comme objet d'étude, c'est le seul intérêt de les étiqueter, entre guillemets, tout en évitant des termes qui peuvent être polysémiques, comme immigré, écrivain migrant, on peut le comprendre dans différents sens, ou le terme de francophone qui peut, dans certains cas, peuvent être assimilés à une lecture linguistico-politique si on les relie en pensant qu'on pourrait les relier à la francophonie institutionnelle. Et là, on rentre dans un terrain qui peut éventuellement être polémique. Donc, ça nous a semblé plus pragmatique, neutre et sans ambivalence. Voilà. Bien, alors pour aborder notre corpus, donc je vous rappelle les titres: Nord perdu, les lettres chinoises, le dialogue, une langue venue d'ailleurs et l'analphabète. Nous avons imaginé des axes de lecture et d'analyse envisagés comme des hypothèses de départ sur les points qu'on avait pu repérer, observer chez tous les auteurs lors d'une première lecture que nous avons fait en amont de l'atelier. Donc, nous avons proposé au groupe d'analyser, de lire les ouvrages à la lumière de ces axes de lecture que nous vous montrons sur l'écran. Parmi ces hypothèses de ces axes de lecture que nous avons proposés, il y avait les raisons pour lesquelles les auteurs sont arrivés à la langue française, la manière dont ils ont appris le français, la présence des figures tutélaires, c'est-à-dire des référents dans leur parcours linguistique et culturel, les traces du parcours dans l'apprentissage linguistique. Donc, est-ce que les auteurs évoquent un parcours facile ou difficile? La relation affective avec la langue française, est-ce qu'il y a des émotions verbalisées ou manifestées dans les œuvres? Des aspects de la langue française comme le lexique, la syntaxe, la phonétique qui provoquent différents types de réactions chez les auteurs. Ensuite, les limites du bilinguisme est apparu aussi comme une problématique abordée par ces auteurs. Donc, c'est ainsi qu'on est allé chercher comment sont ressenties et exprimées ces limites dans ces ouvrages. Nous avons aussi proposé comme axe de lecture la relation à la langue d'origine suite à l'acquisition du français et l'entre-deux
qui est provoqué par l'adoption du français. Et enfin, les représentations préalables du français et de la langue maternelle et les expériences confrontées à ces représentations. Donc là, par la suite, nous allons vous présenter comment certains de ces axes apparaissent dans les ouvrages que nous avons travaillés dans l'atelier. Alors, pour l'entrée dans la langue, on a dit peut-être suggérer un ou deux mots sur ce thème en évoquant un petit peu des éléments biographiques, mais il semble intéressant de voir comment parfois se conjuguent à la fois des éléments très intimes, des éléments du hasard, des éléments qui sont liés à l'histoire du pays d'origine, et parfois à des histoires beaucoup plus personnelles. Parfois, ces éléments se combinent. Alors, chez Akira Mizubayashi, qui est le cas particulier dans ce groupe, n'est-ce pas? Puisqu'il écrit en français tout en habitant au Japon, comme on l'a dit tout à l'heure, se combinent deux choses. Non, il est aux environs des années 1968 au Japon. Il est sur le point de commencer ses études supérieures. Et dans l'environnement dans lequel il vit, il se sent mal à l'aise. Il a l'impression, il exprime dans une langue venue d'ailleurs, cette impression d'être entouré des discours idéologiques, mais qu'il ressent comme extrêmement stéréotypés, vides de sens. Et donc, il s'isole de l'environnement disons, de son âge, et il se sent très isolé. Il parle même de la langue japonaise comme peut-être représentant un pays extrêmement traditionnel, rigide, et en même temps, ces discours qui lui semblent vides. Et il donne un nom à ce mal-être, qu'il désigne avec l'expression les mots de langue, les mots M-A-U-X, pas les mots M-O-T, les mots de langue. Donc, il y a ce mal-être, et puis s'ajoute le hasard, puisque pendant un été, il se met à écouter la radio et il tombe sur une émission en langue française. Et là, il se met à écouter de manière compulsive, puis à enregistrer ces émissions en français. Et c'est le point de départ, disons, cette combinaison d'un mal-être dans son propre pays et la rencontre tout à fait par hasard du français à la radio. Dans le cas de Ying Sheng, il y a aussi une question de mal-être vis-à-vis de sa culture. Donc, un besoin de s'en éloigner. Elle ressent la Chine comme elle ressent peut-être la lourdeur du poids des traditions dans sa société. Et puis dans le cadre, le hasard aussi s'en mêle, puisque dans le cadre de ses études, on lui offre d'étudier une langue étrangère, et elle a le choix entre le français, l'anglais et le japonais. Et elle pense que, à ce départ-là, tout à fait par hasard, sans rien connaître au français, que ce sera plus original d'étudier le français. Et donc, cette combinaison l'a conduite après à s'engager plus dans le français et ensuite à l'exil. Dans le cas de Nancy Houston, il y a aussi une question de mal-être, mais là qui n'est pas liée à la culture canadienne. C'est quelque chose de beaucoup plus personnel. Elle a été abandonnée quand elle avait l'âge de 6 ans par sa mère. Elle a été élevée par son père, par sa belle-mère. La famille est allée aux États-Unis, a vécu un temps aussi en Allemagne. Et quand elle a 20 ans, elle ressent un besoin de liberté, d'émancipation. Elle fait le choix d'aller en France, mais c'est plutôt le choix d'aller ailleurs faire des études. Il se trouve que c'est la France, et après, elle s'embarque dans le français. Dans le cas de François Cheng, là, l'histoire de son pays est tout à fait liée, un peu le hasard de ce que vit la famille
après. La Chine, bon, souvenez-vous que François Cheng est né en 1929. Donc la Chine, quand il est encore très jeune, est touchée par l'invasion japonaise. À cette époque-là, sa famille se réfugie de l'est de la Chine dans une autre région. Après, la Chine est atteinte par la guerre civile. Comme tous les Chinois, sa famille en souffre beaucoup. Et son père a l'occasion de partir. Ils font le choix de l'exil. Son père a l'occasion d'aller travailler à l'ONU. Donc, il part en France par le hasard du fait du départ de ses parents. Après, ses parents partent pour les États-Unis et lui, il reste en France. Son parcours en français sera extrêmement long parce que il y a une distance gigante, abyssale entre le chinois et la langue française. Mais quand il arrive en Chine, en France, pardon, il est à l'âge plus ou moins de 20 ans, il ne connaît pas un mot de français. Et dans le cas de Agota Christophe, il y a là encore le poids de l'histoire, puisqu'elle est hongroise et elle s'exile en Suisse alors qu'elle est jeune mariée et qu'elle a un enfant de 4 mois. Et en fait, il s'exile par contrainte à l'époque où la Hongrie est sous l'emprise soviétique. Et il s'exile de façon clandestine, il traverse l'Autriche et les réfugiés sont amenés en Suisse. Et dans le cas de son groupe, ils atterrissent, entre guillemets, en Suisse romande, en Suisse francophone. Donc, c'est tout à fait le hasard qui l'a conduite vers le français. Alors, on peut passer à la question des représentations. Bien. Il est intéressant de constater que les représentations vis-à-vis de la langue française n'apparaissent pas forcément de la même façon, de la même manière chez tous ces auteurs. Dans certains cas, on peut voir des auteurs qui font preuve d'une idéalisation de la langue française. Dans d'autres cas, il y a des auteurs qui parlent du français comme une langue qu'ils qualifient d'ennemi. On le verra, c'est le cas de Agota Christophe. Cependant, tous ces auteurs semblent faire allusion au caractère insaisissable, oui, impénétrable de la langue étrangère, c'est-à-dire ils évoquent les limites du bilinguisme. On retrouve aussi chez tous ces auteurs l'évocation de la langue comme une vision du monde, n'est-ce pas, comme une manière de voir le monde. Bien. Là, nous avons partagé deux citations, l'une de François Cheng dans le dialogue et l'autre de Mizubayashi dans une langue venue d'ailleurs. Alors, le thème, la représentation que nous avons définie comme idéalisation de la langue française apparaît très nettement dans l'œuvre de l'auteur japonais, d'Akira Mizubayashi, et aussi dans l'œuvre de François Cheng. Ils parlent en fait tous les deux avec beaucoup de lyrisme de la langue française. C'est ainsi que dans ce passage que vous voyez là à l'écran, Cheng parle des vertus de la langue française, d'une langue stimulatrice qui le pousse vers toujours plus de rigueur dans la formulation, plus de finesse dans l'analyse. Ces deux auteurs, Mizubayashi et Cheng, ont en commun aussi leur sensibilité pour la musique. De fait, ils font tous les deux des parallèles entre le français et la musique dans leur œuvre. Chez Cheng, cette sensibilité à l'égard de la musique est très liée à sa pratique de la poésie,
qui se fait à travers la traduction, l'écriture et la lecture. Et dans le cas de Mizubayashi, il est immergé dans la musique depuis son plus jeune âge, notamment grâce à son père. Là, dans l'extrait que nous partageons sur cette diapo, Mizubayashi compare le français à un instrument de musique. Je vais la lire, la citation. « La musique ne me quitta pas. Le français en prit la place. C'était pour moi un instrument qui faisait chanter une musique particulière. Je n'ai pas fait de musique à proprement parler, comme mon frère en a fait pendant de nombreuses années, mais j'ai une musique à moi seule. C'était le français. » Donc, c'est Akira Mizubayashi dans une langue venue d'ailleurs. Nancy Houston, elle aussi, très sensible à la musique. Nous avons dit qu'elle la musique a une forte influence aussi dans son œuvre. Dans le livre, dans l'essai que nous avons travaillé, Nord perdu, définit le français comme un instrument qu'elle compare à un autre instrument, qui est le clavecin. Elle dit de ces deux instruments qu'ils sont pour elle neutres, intellectuels, liés au contrôle, la retenue, à la maîtrise délicate, une forme d'expression plus subtile, plus monocorde, discrète et raffinée. Et elle fait un parallèle avec son autre langue, qui est l'anglais, sa langue première, qu'elle compare au piano. Et en fait, elle explique avec cette métaphore pourquoi elle fuit l'anglais et le piano et elle s'installe dans le français. Donc là, on voit aussi une certaine idéalisation du français. Et puis, aux antipodes de cette vision idéalisée du français, nous avons Agota Christophe, qui dans l'analphabète définit son rapport à la langue française de cette façon. Je vais lire directement la citation. Elle dit « Je parle le français depuis plus de 30 ans, je l'écris depuis 20 ans, mais je ne le connais toujours pas. Je ne le parle pas sans faute. Je ne peux l'écrire qu'avec l'aide de dictionnaires fréquemment consultés. C'est pour cette raison que j'appelle la langue française une langue ennemie, elle aussi. Il y a encore une autre raison, et c'est la plus grave. Cette langue est en train de tuer ma langue maternelle. » Donc, on voit bien le contraste avec la manière dont les auteurs que nous avons cités juste avant définissent la langue française, leur rapport à la langue française. Bien. Ok. Par rapport, on parlait tout à l'heure aussi de ce thème qui apparaît chez tous ces auteurs, c'est celui des limites du bilinguisme, oui, un thème récurrent chez tous ces auteurs que nous avons lus. Certains évoquent un sentiment de retour à l'enfance, oui, dans le sens où, dans le sens d'une maîtrise encore insuffisante, on va dire, du langage. D'autres disent se sentir démunis, se sentir même idiots, oui, par rapport à la langue étrangère. Et puis ils disent qu'on a beau avoir une bonne maîtrise de la langue, on n'arrivera jamais à vraiment se l'approprier, s'en emparer à 100%. Il y a des mots qu'on a beau connaître, on n'arrivera jamais à les utiliser dans la langue étrangère. Dans cet extrait de Nord perdu que vous voyez à l'écran, Nancy Houston évoque ce sentiment de limitation dans le maniement de la langue. Elle cite ainsi Camus et Sartre, qu'elle dit capable d'écrire, par exemple, « Je ne veux point, il ne me plaît guère ». Mais elle dit ne pas arriver à, dit-elle, cracher de telles formules. Ou encore, elle parle de l'utilisation du passé simple, dont elle connaît parfaitement la conjugaison depuis belle lurette, dit-elle. Et cette dernière expression idiomatique, elle ne l'emploie certainement pas par hasard, puisque ses locutions
sont sans doute des éléments de la langue culture étrangère qui sont difficiles à apprivoiser. Et l'autre thème, oui, l'autre axe que nous avons évoqué tout à l'heure est celui de la langue comme vision du monde. C'est-à-dire les langues, enfin les mots dans chaque langue renvoient à des réalités différentes. Donc ce thème de la langue comme vision du monde apparaît aussi chez Nancy Houston dans Le Nord perdu. Et elle en parle ainsi. Elle dit, le problème, voyez-vous, c'est que les langues ne sont pas seulement des langues, ce sont des worldviews, c'est-à-dire des façons de voir et de comprendre le monde. Il y a de l'intraduisible là-dedans. Et si vous avez plus d'une worldview, vous n'en avez d'une certaine façon aucune. Qui sommes-nous alors? Si nous n'avons pas les mêmes pensées, fantasmes, attitudes existentielles, voire opinions dans une langue et dans une autre. Donc, Nancy Houston voit aussi, relie ce thème de la langue comme vision du monde à la question de l'identité. Donc, on peut passer aux conclusions. Oui, j'ajoute un détail qui, par association avec un auteur grec qui s'appelle Vassilis Alexakis, qui est lié à la question de la vision du monde. Et parfois, c'est la vision du monde, mais parfois aussi, c'est la vision du monde personnel. Non, il prend l'exemple du mot marteau. Il dit que s'il utilise le mot marteau en français, alors il voit un outil qu'il a utilisé quand il s'est installé en France. Mais s'il dit le même mot marteau, qui est tout à fait traduisible en grec, alors lui vient à l'esprit les souvenirs de moments qu'il partageait avec son père et qui faisait du bricolage. Donc, une vision du monde, mais là du monde personnel aussi, qui peut fonctionner et qui fonctionne différemment dans une langue et dans une autre. Bon, pour ajouter un exemple. Et bon, Flavia aussi évoqué cela. Alors, on passe maintenant, disons, aux conclusions. Les conclusions, c'est en fait aller vers une définition des auteurs francographes, en ce sens que, de façon fondamentale, l'auteur francographe se définit par une identité. Et cette identité, elle est reliée à trois notions, à savoir la notion d'entre-deux, de surconscience, linguistique et culturelle, et à l'écriture elle-même. Donc, ce sont des éléments qui sont indissociables de l'identité de l'auteur francographe. Alors, on va voir un peu, penser à l'écriture en français. Alors, pour certains, quelques remarques que l'on peut observer. Chez plusieurs écrivains, on observe que l'écriture, d'abord, elle met l'écriture en français, elle met très longtemps à arriver. Et dans certains cas, l'écriture fictionnelle ne vient qu'après l'écriture académique. C'est le cas, par exemple, pour François Schenck et pour Akira Mizubayashi. Par ailleurs, un autre élément, c'est que l'écriture, parfois, est là, préalable à l'écriture en français. C'est le cas d'Agota Christoph, qui étant jeune en Hongrie, elle écrivait déjà des pièces de théâtre. Et après, elle continue à écrire une fois qu'elle adopte le français, même si elle la considère comme sa langue ennemie. Chez François Schenck, je pense que son amour pour la poésie ne l'aurait pas empêché non plus d'écrire de la poésie en chinois si son destin avait voulu qu'il reste en Chine. Par contre, ce que l'on observe, c'est que souvent l'écriture peut être un espace de liberté,
et en même temps un refuge. Je reviens ici à Gotha Christoph, par exemple. Quand elle arrive en Hongrie, elle mène une vie extrêmement dure. Elle travaille à l'usine. Pensez qu'elle a aussi un enfant de 4 mois, donc elle a des horaires et un rythme de vie qui sont vraiment durs et pénibles. Et pourtant, hein, le soir, une fois que tout est fini, elle se met à écrire des poèmes. Pour elle, c'est vraiment un espace de refuge. Alors ici, je vais agrandir pour pouvoir lire, voilà. On va... je vais lire cette citation de Ying Shen qui illustre bien aussi comment l'écriture est un élément de vie. L'écriture en français devient un élément à part entière de l'identité de l'écrivain. Pour celui qui écrit dans une langue en particulier, cette langue est aussi un espace intérieur. Elle devient l'air qu'il respire, la source à laquelle il boit, l'habit qu'il porte, la maison qu'il habite. Cette langue n'est pas un but, ni un moyen, ni une solution. Elle est la vie elle-même. Elle est là devant nous et en nous. Et nous ne nous demandons pas pourquoi, pas plus que nous ne nous demandons pourquoi telle ou telle chose nous arrive dans la vie. Donc, bon, on peut laisser le reste de la citation, mais on voit bien là cette idée d'osmose entre l'écriture et l'identité de l'écrivain francographe, illustré par Ying Shen. Alors, l'une des trois autres notions fondamentales de l'identité de l'auteur francographe est cette notion de surconscience linguistique. Alors, tout ce que nous avons dit jusque-là, nous pensons que ça peut être synthétisé par ce concept qui a été développé par Lise Gauvin, qui est spécialiste d'écriture francophone et est professeure à l'université de Montréal. Et en fait, ce qu'elle dit, Lise Gauvin, c'est que bon, même si, certes, tout écrivain a une réflexion poussée sur la langue, les auteurs francographes, eux, ils disposent d'un métadiscours encore plus poussé sur la langue, qui les installe davantage dans le relatif et dans un lieu où rien ne va de soi. Pour ces auteurs, il y a un désir, où il y a une volonté d'interroger constamment la nature même du langage. Donc c'est ça en fait que Lise Gauvin appelle surconscience linguistique, et nous permettons d'ajouter à ce concept que il y aurait aussi chez ces auteurs une surconscience culturelle également, dans le sens où ces auteurs, ils ont aussi un métadiscours sur les cultures, oui, et sur la manière dont ils naviguent entre les cultures qu'ils habitent. Alors, nous allons lire une citation de Nancy Houston qui illustre bien, nous pensons, cette notion de surconscience linguistique. « L'étranger est celui qui s'adapte. Or, le besoin perpétuel de s'adapter, qu'induit en lui une conscience exacerbée du langage, peut être extrêmement propice à l'écriture. L'acquisition d'une deuxième langue annule le caractère naturel de la langue d'origine. Et à partir de là, plus rien n'est donné d'office, ni dans l'une ni dans l'autre. Plus rien ne vous appartient d'origine, de droit et d'évidence. » Alors, nous arrivons au point culminant, disons, de ces trois aspects de l'identité de l'écrivain francographe, à savoir l'entre-deux. C'est finalement là que se concentre cette identité. Alors, cet entre-deux, on peut le voir comme il présente plusieurs caractéristiques. Il est
disons, indissociable de la dualité. Il est indissociable par ailleurs de l'errance, du va-et-vient constant, hein, d'une fluctuation entre les langues et entre les cultures, et d'un rapport avec l'une et avec l'autre qui est changeant. Et donc, il y a une idée d'errance. Et on peut aussi, comme chez Nancy Houston, trouver l'idée d'imitation, de théâtre lié à l'identité. Non, être dans l'ailleurs, toujours vis-à-vis de sa propre langue ou vis-à-vis de la langue adoptée. Et parfois même, on voit aussi, par exemple, chez Akira Mizubayashi, cette idée de non-lieu, l'entre-deux n'être donc ni l'un ni l'autre. Alors ici, on a une citation de Nancy Houston, de Yingsheng, pardon, qui exprime cette idée de dualité. Je lis. En tant qu'écrivain, je serais en route pour toujours, à la recherche d'un paradis perdu ou impossible, d'un port manqué ou d'un endroit inexistant. Je vivrai toujours ce déchirement entre mon refus d'être défini et mon désir de m'installer une fois pour toutes quelque part sur la planète, entre mon instinct de détachement et l'espoir têtu d'atteindre une destination finale. Être l'autre est une expérience douloureuse pour un immigrant, mais un écrivain y voit son véritable destin. Je crois qu'elle concentre pratiquement tout ce que l'on a dit, de la fluctuation, de l'écriture comme un refuge, de l'écriture comme une identité, du non-lieu aussi. Et alors, on voit que chez Yingsheng, il y a, c'est incontournable, l'idée de déchirement. Il y a une certaine souffrance associée à l'entre-deux, à ce vécu de l'entre-deux. Chez François Cheng, au contraire, lui, bon, comme son titre l'indique, il parle du dialogue. Pour lui, écrire en français, c'est une manière de mettre en partage la culture et la pensée chinoise. Donc, l'image qu'il donne est différente. Hein. On peut le penser justement entre l'idée de symbiose et l'idée du passage. Alors, il définit ce dialogue qu'il rassemble dans son écriture en français de la manière suivante. L'homme aux eaux souterrainement mêlées vit l'état privilégié d'être constamment soi et autre que soi, ou alors en avant de soi, à la rencontre des choses, il éprouve la sensation de jouir d'une approche stéréophonique ou stéréoscopique. Sa perspective ne saurait être que multidirectionnelle. Oui, on voit là une richesse. D'ailleurs, dans cette symbiose, dans ce dialogue, François Cheng utilise le mot, lui, pour faire référence à sa culture d'origine, de terreau. Il l'utilise comme un terreau, comme le substrat qui nourrit son expression en français. Et l'idée de non-lieu, je vais lire le début de la citation pour montrer à quel point cette notion est explicite chez Mizubayashi. Le jour où je me suis emparée de la langue française, j'ai en effet perdu le japonais pour toujours dans sa pureté originelle. Mon errance entre les deux langues a commencé. Je ne suis donc ni japonais ni français. Je ne cesse finalement de me rendre étranger à moi-même dans les deux langues, en allant et revenant de l'une à l'autre, pour me sentir toujours décalé, hors de place, à côté de ce qu'exige de moi toute la liturgie sociale de l'une et de l'autre langue. Et bon, là encore, on voit l'idée d'errance et d'identité qui est détachée de l'une et de l'autre, de la langue d'origine, de la langue culture d'origine et de la langue culture adoptée. Tu veux commenter celle du masque? Oui, et
Et donc, l'idée, la problématique de l'identité et de l'entre-deux se manifeste également dans l'œuvre de Nancy Houston, à travers cette idée du masque, du masque, du jeu, du théâtre, dans lequel on est lorsqu'on est dans une langue et culture étrangère. L'auteur, il suggère que par-dessous ce masque, il y a, on peut retrouver qui on est vraiment, retrouver celui que l'on est vraiment. Je vais lire cette citation de Nord Perdu. Choisir à l'âge adulte de son propre chef, de façon individuelle pour ne pas dire capricieuse, de quitter son pays et de conduire le reste de son existence dans une culture et une langue jusque-là étrangères, c'est accepter de s'installer à tout jamais dans l'imitation, le faire semblant et le théâtre. Donc pour terminer, Béa, est-ce que... Oui, alors pour terminer, donc nous avons abouti finalement à pouvoir donner une définition, je pense. Il doit y en avoir beaucoup d'autres, mais bon, nous en proposons une, à savoir que l'écrivain, que les œuvres de ces écrivains francographes retracent leur parcours initiatique, parce qu'il s'agit bien de parcours initiatiques, qui s'assouvissent dans l'écriture et qui aboutissent finalement à cette identité de l'entre-deux, d'entre-deux fluctuant, assumé avec plus ou moins de déchirement, mais à la fois plus ou moins de bonheur. Et il y a cette dernière citation qui est de Velibor Čolić, qui n'appartenait pas donc aux œuvres que nous avons lues pendant l'atelier. Cette citation est tirée de Le Livre des départs, qui est aussi l'histoire du parcours de son exil et de son entrée dans la langue française. Velibor Čolić est bosniaque, il s'est exilé en France pendant la guerre de Yougoslavie en 1992. Et il utilise une comparaison, et je pense que cette comparaison fait écho à tout ce que l'on vient de dire. Et donc il dit « J'aime la langue française. Je la compare à un appartement loué. Il n'est pas à nous, mais on peut l'arranger comme s'il était. » Donc il y a l'idée aussi de passage, d'imitation, d'adaptation, d'identité aussi. Et bon, la relation aussi avec la langue qui est là. Bon, alors nous arrivons à la fin de notre présentation. Nous espérons en tout cas avoir éveillé votre intérêt pour les auteurs francographes. Alors, à part ceux dont nous avons parlé ce soir, ceux que nous avons lus dans l'atelier, il y en a beaucoup d'autres à découvrir. Hein. La famille des auteurs francographes est grande. On peut mentionner par exemple, Béa l'a évoqué tout à l'heure, l'auteur grec Vassilis Alexakis. Il y a aussi Kim Thuy, Negar Djavadi, Mariam Majidi, Atik Raimi, Laura Alcoba, qui est elle argentine, Andrei Makin, Beata et Umbiei Meres, hein, sans oublier d'autres générations d'auteurs, oui, d'écrivains francographes qui sont classés souvent dans les classiques, hein, comme Beckett, Émile Cioran, Bianciotti aussi, Kundera, Nemirovsky, Jorge Semprún. Voilà. Bon, il y a peut-être des questions dans le public, ou s'il y en a, on vous lit, sinon on va terminer là cette journée d'écriture entre les langues. Oui, je voulais revenir, oui, le mot de la fin pour revenir à tout ce qu'a dit dans l'entretien Flavia.
Et on voit très bien, non, comment c'est lié, son identité d'écrivain. Elle a revendiqué le nom d'écrivaine francophone, alors on va le lui respecter, bien sûr. Mais bon, elle a parlé aussi d'une double identité, qu'elle n'est ni l'un ni l'autre, et qu'elle est les deux à la fois. Elle a parlé aussi d'un parcours qui est très long. Elle a parlé du relation aussi de vision du monde. Elle se sent en tant que poète, poète francophone, et aussi qu'elle glisse parfois des mots en espagnol dans son écriture poétique parce que, évidemment, il y a la vision du monde qui est là. Oui, donc dans tout ce qu'elle disait faisait écho aussi à ce que nous avons dit après. À l'entre-deux, tout à fait. À l'entre-deux, voilà. Bon, merci beaucoup pour nous avoir accompagnés pendant cette journée d'écriture entre les langues. Et bon, on se retrouve bientôt. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose d'autre. Non, vous remercier. Merci à tous ceux qui ont participé. Et bon, on va voir de pouvoir placer sur YouTube, diffuser à travers YouTube les activités qui sont l'entretien et notre exposé. Comme ça, d'autres gens peut-être peuvent en profiter. Voilà. Merci à tous et à toutes. Merci encore à Flavia Garcia pour l'atelier qu'il a donné aujourd'hui.